Bonjour à toutes et à tous. Si vous entendez ma voix, alors j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que vous avez réglé suffisamment fort le volume de votre ordinateur, votre MP3 ou de votre chaîne hi-fi vintage. Et la deuxième, c'est que vous vous apprêtez à écouter un podcast de plus d'une heure en compagnie de Stéphane, sociologue diplômé et surtout passionné par les relations entre les hommes et les femmes, les enjeux de la séduction, en un seul mot, la sociologie contemporaine. Vous êtes évidemment sur spikeseduction.com. Au programme d'aujourd'hui, une revue de presse inédite des magazines dits masculins. Nous reviendrons ensuite sur l'affaire DSK et notamment quelques points de détail sur son charisme, dixit certaines femmes durant son procès. Et enfin, quelques autres rubriques liées aux derniers événements qui ont fait grimper le pic du nombre de visites sur spikeseduction.com. Bonjour Stéphane. Bonjour Léo, bonjour à tous et bonjour à nos amis les féministes. Alors, on commence sans plus attendre par la dite revue de presse et par le mensuel le plus lu et le plus connu de nos auditeurs, j'ai nommé GQ à la barre. Alors GQ, tout comme Spike Séduction, a aussi un courrier des lecteurs et cette fois-ci c'est le monsieur style Gonzague Duplex qui répond à ses lecteurs et la question est la suivante. Lycéen de 17 ans, je souhaiterais troquer mon vieil ISPAC contre un porte-document pour aller en cours. Pensez-vous qu'un sac de ce type est adapté? Sinon, que me conseillez-vous de beau? Alors, je ne vais pas lire la réponse de Gonzague et laisser d'abord Stéphane répondre. Alors, dois-je dire ce qui s'est passé le mois dernier? Alors, nos auditeurs doivent savoir que ce podcast n'est pas un double, une copie ou un CTRL-C, CTRL-V. Ce podcast est le réenregistrement d'un podcast de celui qu'on aurait dû faire le mois dernier, malheureusement disparu par problème technique. Les plus fidèles d'entre vous sachent que mon premier livre a disparu suite à un disque dur perdu. Et bien là, ce n'est pas le disque dur, c'est la carte SD qui a refusé de s'enregistrer au bon moment. Nous refaisons quelque chose, mais pour vous, ça ne change rien. C'est aussi nouveau que si vous l'aviez entendu la première fois. Mais pour nous, ça ne l'est pas complètement. Donc essayons de faire comme si. Léo me demande par quoi un adolescent de 17 ans doit troquer son sac ISPAC. Et s'il doit le faire. Je me demande, moi, si c'est la répétition de la question du mois dernier, car non, voilà, je devine à sa tête qu'il m'en a... Celle-là, elle a changé. Il a voulu me déstabiliser d'entrée. Alors... cette question qui a tout d'anecdotique pour un adulte, il faut avoir l'honnêteté de se souvenir qu'il y a eu un âge où ce qui est devenu anecdotique avec le temps ne l'était pas du tout. Et aussi, encore une fois, aussi anecdotique, je vois le lui avec Marie Gillin qui dépasse, aussi anecdotique que soit le choix d'un sac à dos à l'âge adulte, il faut comprendre que quand on est adolescent, le choix de la tenue vestimentaire, c'est plus qu'un choix de tenue, c'est quasiment le choix de votre vie sociale. Puisque les classements, les groupes, les amitiés et les inimitiés à l'école, à l'âge du collège et du lycée, c'est intimement basé sur la marque, non pas tellement l'application stricto sensus de la mode, car on se fait sa mode à cet âge-là, mais en tout cas, c'est une sous-rubrique de la mode. C'est une sous-mode ado et adolescente. Mais en tout cas, la catégorisation de la vie affective et amoureuse de vos enfants se feront à la valeur perçue et à la valeur émise et à la valeur perçue par les marques qu'ils portent, en grande partie. Par une espèce d'expansion rapide, il y a des marques qui se sont imposées. À mon époque, c'était Chevignon. À celle de Léo, c'était ISPAC. À celle de notre auditeur également, c'était ISPAC. À la limite, vous aurez compris qu'on se fout de la réponse. S'ils veulent le changer par une autre marque ou pas, à la limite, peu importe. Il se demande s'il faut qu'il troque son ISPAC contre un porte-document, ce qui est un tout autre type de sac. Le troquer contre un porte-document, ça serait... il faut toujours se demander... Nous, on ne fait pas des choix de vêtements sur la mode. On fait des choix de vêtements sur la sociologie. C'est-à-dire, quel est le message tacite qu'envoie mon choix de vêtements? À quel profil ça me fait correspondre? Quelle image de moi ça renvoie? Quel témoin de ma personnalité est-ce que c'est? Quel indice est-ce que c'est sur ma vie et mon monde intérieur? Un adolescent de 17 ans qui, en cours d'année, du jour au lendemain, passe d'un sac ISPAC à un porte-document, enverra un énorme signal de volonté de changer de catégorie, c'est-à-dire
de volonté d'entrer par l'accessoire dans le monde du travail. Alors que le Sakispak, par son côté informe, ovale, coloré et mou, est le symbole de cet âge où justement on est à la recherche de sa forme, à la recherche de sa tonalité, à la recherche de sa posture. Tout à coup, passer au porte-document, c'est envoyer le message qu'on est finalement un petit peu là de cette forme de l'informe et qu'on vient à quelque chose de plus simple, de plus épuré, de plus utile à voir. J'ai pas de réponse. Ça sera en tout cas interprété et ça sera le sujet de compliments et de moqueries. Voilà. Après, de qui recevra-t-il les compliments et de qui recevra-t-il les moqueries le spectre est large et il n'y a aucun moyen de le savoir en avance. Mais il est intéressant de se souvenir quand même que à chaque norme qui s'impose, on a des petits îlots de résistance et des interrogations. Et même si cette démarche lui paraîtra totalement anecdotique et dans 4 ou 5 ans complètement futile, il l'aura peut-être même oublié. Il pourra soit réécouter ce podcast pour s'en souvenir. Je précise que c'est pas un de nos éditeurs, mais un lecteur de GQ. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc il écoutera peut-être pas ce podcast, ou il relira peut-être son GQ, et il se souviendra que ce choix anecdotique avait du sens à l'époque, et lui fera peut-être quelques inimitiés, en même temps lui débloquera peut-être... Je pense qu'il éveillera positivement le regard de ses profs. Voilà. Passer à 17 ans, à l'âge donc où on n'est pas sérieux, hein, je pense que l'Eastpak est un objet de convention sociale et la mallette est un objet de séduction des adultes, et notamment de ses profs. Je serais même surpris de voir la courbe d'évolution de ses résultats scolaires. Il ne serait pas du tout impossible, comme on l'a vu récemment avec une confirmation scientifique de ce que je vous dis en relooking. Oui, on va en parler, on va en parler après. Comment ça s'appelle déjà ? Le Enclosed Cognition. On le verra avec l'Enclosed Cognition. Il n'est pas du tout impossible que le choix d'une serviette de type travail modifie non seulement le regard des professeurs sur cet élève, mais le regard de cet élève sur ses études. Et donc au final, ses notes. Je pense qu'on a assez parlé de ce petit sac de sport. En effet, alors c'est marrant parce que l'avis du monsieur Steele de GQ était beaucoup plus tranché que ça. Et en quelques lignes, il déconseillait notre ami de prendre ce porte-document. Je laisse nos auditeurs acheter le GQ où on voit Arnaud Montebourg en couverture, où ils trouveront la réponse apportée par Gonzague. Alors on passe du coq à l'âne, ou plutôt on passe sur notre ami Mazorette, au sens figuré évidemment, qui nous a proposé un article s'intitulant « Le oui sans entrave ». Alors, afin de mettre fin aux noms mal compris, c'est-à-dire ceux qui signifient réellement non sortant de la bouche d'une fille, et les noms qui sont parfois des oui, Madame Mazorette se fait la curatrice des militantes féministes américaines qui, elles, demandent désormais un oui explicite. Alors, Maya nous donne quelques conseils pour obtenir ce fameux oui explicite de la part d'une fille. Je la cite intégralement. Utilisez une vieille technique de virtuose de la drague, refusez toute passivité féminine. Concrètement, chaque fois que vous passez une étape, reculez d'un pas. Ça s'appelle la jouer hard to get. Si vous avez donné le premier baiser, attendez qu'elle vienne pour le deuxième. Si vous voulez la ramener chez vous, demandez-lui qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et tant qu'elle n'a pas répondu qu'elle voulait vous raccompagner, ne prenez pas l'initiative à sa place. N'enlevez pas vos vêtements. Si vous avez ôté son soutien-gorge, c'est à elle de vous déshabiller. Est-ce que ça prendra plus de temps ? Peut-être, mais vous êtes en train de créer de la tension sexuelle. Alors, est-ce un bon conseil, Stéphane, de se mettre en quête d'un oui explicite et clair lors d'une relation sexuelle, hein, vous avez compris, et de rabattre nos initiatives pour qu'elles deviennent simplement des réponses à la manifestation du désir des filles que l'on fréquente ? Alors, je ne sais plus ce que je t'ai dit le mois dernier dans cet enregistrement perdu, mais à le réentendre une seconde fois, j'ai l'impression que le titre ne correspond pas à l'article. Parce que dans le résumé de l'article que tu viens de me faire, j'entends pas obtenir un oui, j'entends partager la répartition de la tâche. J'entends me laisser courtiser autant que je courtise, j'entends me laisser déshabiller après avoir fait le premier pas, et je vois pas où est le oui. Donc je me demande si soit la mise en page dans l'envoi de ces textes, le titre ne correspond pas à l'article précédent ou suivant, mais en quoi est-ce qu'un article qui s'intitule, comme je le lis par-dessus l'épaule de Léo, « Le oui sans entrave » correspond aux exemples cités. Le oui sans entrave, c'est
c'est à la limite une question de champ lexical, de façon de verbaliser son désir. Et après, les exemples ne sont qu'un retrait. C'est-à-dire, ne soyez pas passif, mais en même temps, refusez la passivité féminine tout en étant passif vous-même. Je pense qu'il y a des petits soucis d'enchaînement logique chez Maya Mazoret, qui en tout cas s'illustrent dans cet article. Des petits soucis de mémoire également, parce que quand je lui avais envoyé mon livre pour lui montrer que l'image de ce qu'elle avait des entre guillemets PUA, des artistes de la drague, de mes couilles, virtuoses de la drague, comme bloc monolithique de blaireau à castrer, et cette image était fausse, et montrer à quel point il existait un monde de nuances et on considérait non pas la séduction quantitative en série de fesses à chasser comme un but, mais au contraire comme le fait de pouvoir briser la glace avec une inconnue et de la revoir comme un nouvel espace de liberté masculin à conquérir. Bref, elle n'a pas daigné y répondre, préférant continuer à moquer et à se moquer des virtuoses de la drague à longueur de colonne dans le GQ, ou bien lui en face, si elle le peut. Moi, je ne comprends fondamentalement pas cet article. Quel est le rapport entre Oui sans entrave et Laissez-vous déshabiller ? Je pense qu'elle a eu des idées successivement de façon séquentielle, et que personne ne relit ces articles, et donc au final, en tout cas, celui-ci n'a matériellement aucun sens, quoi. Obtenez un oui, obtenez un oui, refusez la passivité et devenez passif vous-même, sont les trois côtés d'un triangle, mais certainement pas les trois segments alignés qui forment une droite. Je vois pas la logique, en fait. Alors, on peut débattre de ces 3 points-là, mais c'est pas un article, c'est un brouillon. Alors, si j'essaye de comprendre et de me mettre dans la peau de notre amie Maya, je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est donc on refuse... Se mettre dans sa peau, c'est pas très facile parce qu'elle est très moche, donc... Alors, je l'écoute en tout cas. C'est refuser, donc ça tu l'as dit, la passivité féminine, soi-même devenir un peu plus passif, tout en espérant... Comme on l'a vu récemment avec les exemples des Femen sur ma page Facebook, quand vous lisez la vie d'une femme sur la séduction, regardez toujours sa tête. On diffusera tous les... ou pas. Donc on refuse toute passivité féminine, on devient nous-mêmes un peu plus passif, et ce que j'ai l'impression qu'elle essaye de nous dire, dans l'espoir que, en devenant nous-mêmes passifs, elle fasse la balance et elle devienne à son tour... elles prennent l'initiative et donc disent « oui, je te veux ». Oui, elles pensent qu'on va réécrire la nature féminine en adoptant un comportement plus passif et du coup en devenant chassé. Mais en réalité, si on devient chassé, ça veut dire que la femme devient chasseur. Or, les femmes chasseurs, ce n'est que des tons. Il n'y a que les femmes pas assez désirables pour être désirées qui chassent. Ce qu'on appelle nous F pur, c'est-à-dire les exemples de féminité, n'ont quasiment jamais à courtiser, à mettre en place des stratégies. Elles ont au contraire à mettre en place des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être un boudin littéraire ex-complexé de l'école et ex-première de la classe, perdu dans ses pensées et dans ses boutons, pour imaginer que, pour voir le monde à son image et penser que les filles vont conquérir des garçons distants et inaccessibles. C'est-à-dire hors notoriété, comme on le verra avec DSK, hors pouvoir, hors notoriété et hors image médiatique, le succès s'offre aux gens entreprenants de la même façon que la chance s'offre aux audacieux et que la santé s'offre aux courageux et aux actifs. S'imaginer que un homme normal, dénué des 3 facultés et caractéristiques qu'on a su s'évoquer, en adoptant tout à coup une technique de la passivité qu'elle dénonce elle-même chez la fille, va susciter de l'intérêt chez elle, c'est, en dépit d'un style qu'elle a et qui n'est pas inintéressant et qui est... elle a une capacité verbeuse à glisser vers le sexe assez facilement, un petit peu comme un Stéphane Rose que j'avais interviewé il y a quelque temps. En dépit de cela, je maintiens que comme beaucoup de ces co-blogueuses, éditrices, et notamment dans... Écoute Léo, tourne ce numéro de lui, parce que en dépit de l'énorme quantité de Photoshop qu'a subi la couverture, Marie Gillin en peignoir de soie avec ses auréoles brunes est une image qui est difficilement soutenable et supportable.
Oui, notre amie, j'allais dire Marie Gillin, non, malheureusement. Tu vois, Marie Gillin n'écrirait pas ce qu'écrit Maya Mazoret. Non, et c'est lié au physique. On mettra la photo des deux. Et on laissera. On mettra à l'écran la photo des deux. Il faut toujours se souvenir que l'avis d'un homme sur la société et sur les relations hommes-femmes est toujours biaisé par son accès aux femmes. On a vu, par exemple, l'évolution d'un Houellebecq depuis qu'il a eu accès aux femmes par rapport à sa gueule n'a pas changé. Non, voilà, voire même sa gueule a empiré. Il faut toujours comprendre. J'ai fait un séminaire il y a 3 jours qui s'appelait Comprendre les gens, et on a vu ce qu'on appelait les biais de lecture. Le biais de raisonnement, le biais cognitif, le biais de pression, le biais de mimétisme, le biais de etc. Et le biais principal pour comprendre l'avis d'un homme sur la séduction, c'est est-ce qu'il a accès aux femmes ou pas. Et le biais inversement d'une fille, c'est la même chose à l'envers, c'est-à-dire a-t-elle eu déjà, est-ce qu'elle a déjà trouvé logique de devoir chasser elle-même ? Parfait. Avec toutes nos amitiés, Maya Mazoret. Alors, ça fait je ne sais pas combien de minutes qu'on parle, mais je vous invite d'ores et déjà à liker le contenu que nous produisons tous les mois pour vous. Ça nous fait extrêmement plaisir. En tout cas, moi, c'est un plaisir. Je pense que Stéphane le partage aussi. Il me fait oui de la tête. Likez, donnez votre avis en commentaire et partagez. Alors on passe maintenant au lui qui déconcentrait tant Stéphane. Donc une fois passées les délicieuses photos de mannequins et d'actrices à 2 minutes du magazine, à titre d'exemple celle de la dite Marie Gillin, actuellement je le précise au théâtre dans la pièce intitulée La Vénus à la fourrure, théâtre Tristan Bernard dans le 8e à Paris jusqu'au 18 avril 2015. Une fois qu'on a dit ça, on peut vous dire que à la toute fin de lui, on y trouve pièce que j'ai vue 2 fois, passionnante sur le thème de la séduction, de la sexualité, de la tension sexuelle, de la féminité, de la masculinité et du renversement des genres. J'invite donc tous nos auditeurs et nos auditrices à aller la voir. Un article à la toute fin du magazine, disais-je, qui traite des divorces coûteux et qui a comme sous-titre « Le mariage coûte toujours plus cher. Son descendant direct, le divorce, a vu son prix grimper en flèche en même temps que sa cote. Alors comment faire pour arrêter les frais ?» C'est page 112 et je vais vous lire le début, qui est assez croustillant. Au terme de la procédure de divorce qui l'opposait à son mari, le magnat du pétrole Harold Hamm, Xu Han vient annoncer son intention de faire appel. La justice ne lui accordait que 975 millions de dollars. Intolérable. La dame qui n'a pourtant pas amassé un centime de sa vie, c'est bien l'article qui dit ça, réclamait 5 milliards de dollars, ce qui aurait fait d'elle la divorcée la plus riche de l'histoire. Je vous rappelle que le record a été établi précédemment par Elena Ribovlev à hauteur de 3,3 milliards. Quelques lignes plus loin, on apprend également que dans 98% des cas, ce sont les hommes qui passent à la caisse lors du divorce. Paul Job a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule, de façon assez amusée et un peu cynique, « Ma femme m'a plumé », où, je cite, il écrit « Les hommes sont transformés par ce système archaïque et discriminatoire en vulgaires hommes tirelires ». Alors, je rappelle aussi ce que dit l'article sur la prestation compensatoire, spécialité bien française, qui est jugée scandaleuse par de nombreux Français. Une somme est versée par le plus riche des 2 époux afin de pallier la baisse de revenus de son ex. Un principe qui peut paraître logique, mais qui peut se révéler totalement amoral, notamment depuis la loi de 2004, qui stipule que la prestation compensatoire peut être versée à un époux, même si le divorce est à ses torts. Donc ça veut dire, Stéphane, que si demain, je deviens très riche, je me le souhaite, et qu'ensuite, une jeune femme se marie avec moi, que le lendemain, ou même le soir même, elle va aller batifoler avec tous les hommes du village, et que le surlendemain, elle divorce, et ben elle va quand même, si elle touche moins que moi, restons honnêtes, repartir avec la cagnotte. Et donc, face à ça, l'article fait également état des records des divorces de stars. On retiendra notamment l'ex d'Harrison Ford qui réclamait à son mari l'obligation de verser 50% de son capital à son ex, ainsi que la moitié des royalties générées par les films qu'il a tournés durant leur mariage. Tout aussi bien, mais à l'inverse, cette fois-ci, c'est l'ex de Mariah Carey qui s'est vue dans l'obligation de verser à Nick c'est Mariah Carey qui s'est vue dans l'obligation de verser à Nick une prestation compensatoire à une condition que Nick ne parle jamais publiquement de leur divorce. Alors, à la question, Stéphane, c'est que là où les féministes nous répondraient très certainement qu'il est naturel qu'une compensation existe pour le bien et l'éducation des enfants, si enfants il y a,
il y a, tentons de mettre la balle au centre, de comprendre et de répondre à la question comment certaines femmes, n'ayant comme mérite que celui d'avoir choisi le bon mari, peuvent-elles légitimement, aux yeux de la loi, j'ai mis entre parenthèses, bénéficier de sommes astronomiques lors des procédures de divorce. C'est très simple, en se persuadant elles-mêmes jour par jour dans un travail continu et sans fin, que leur rôle n'est pas que d'accompagner et de s'être laissé courtiser et d'avoir dit oui. Que de la même façon que le meilleur menteur est celui qui parvient à se convaincre d'abord lui-même qu'il n'a pas menti, tu ne feras jamais admettre à une personne en phase de divorce et sur le point de percevoir la prestation compensatoire dans des montants que tu viens d'évoquer, que son rôle n'a été que de se faire offrir des robes, des sacs à main et d'accompagner comme une poupée presque gonflable et dégonflable son mari dans des réceptions, des événements et autour du monde. C'est un premier travail de réécriture, de perception et de compréhension, on va dire, de l'angle de vision de l'autre. Essaie de faire admettre à une de tes amies qui a aimé la trilogie 50 Shades que c'est factuellement une histoire dénuée du mot amour, en tout cas dans le premier tome, qui est le seul que j'ai lu, il n'y a pas une seule fois le mot il l'aime ou elle l'aime, et que c'est donc l'échange, que c'est donc un troc. C'est un échange potentiel, un troc potentiel d'un potentiel confort matériel futur en échange de prestations sexuelles de type boule de geisha, fist fucking, etc. Et essaie de faire entendre ces faits à une fille et écoute sa réponse. Sa réponse sera que quasiment systématiquement, l'histoire est réécrite en rose. C'est-à-dire que pour nous, c'est 50 Shades of Black. Et pour elle, c'est 50 Shades of Pink. L'histoire est réécrite à l'aune d'un sentiment merveilleux et qui justifie cette soumission passive que Maria Mazorette combattait tout à l'heure. Parce que c'est pas de la soumission passive que de se faire prendre des boules de geisha et fister en échange de promenades en Audi noir. Oui, on a vu d'ailleurs le rôle de l'inconscient collectif sur la couleur des objets, mais ça c'est... Faut être au séminaire pour comprendre. Donc la question, tu ne peux pas la poser en ces termes à ces personnes-là, puisque pour ces personnes-là, la réalité ne s'écrit pas en ces termes. Je me rappelle de cette rencontre qui remonte à un certain temps maintenant, où j'avais rencontré une personne dans l'avion et j'avais absolument tout fait, c'est-à-dire que j'étais celui qui disposait de la ressource, donc de la voiture pour la déposer. J'avais brisé la glace, j'avais créé la confiance, j'avais créé la connexion. Je l'avais, comme j'avais un chauffeur qui m'attendait, j'avais réservé quelque chose qui m'attendait à l'arrivée. Donc j'ai déposé cette personne jusque devant chez elle en tout désintéressement et sans échange de rien. Et dans un échange écrit qui a suivi quelques jours plus tard, elle a reconnu la, entre guillemets, qualité de mon travail de socialisation avec elle, que c'était fait avec classe, intelligence et élégance. Et elle a quand même reconnu qu'elle aussi avait eu beaucoup de mérite. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle avait eu le courage absolu d'accepter. Donc, quelle difficulté. Ben oui, mais c'est ça. C'est que la fusion maritale est également une fusion des responsabilités. Au moment où il devient impossible de savoir quelle carrière H aurait eu sans F. Puisque le rôle de F est de lui faire, en s'insérant dans sa vie et en... Alors, je caricature volontairement, et je pense que là, nos féministes sont déjà en train de s'échauffer derrière leur petit clavier avec leurs ongles écaillés et courts, car je devine que nos amis Charlotte de Bruges et compagnie doivent avoir des petits ongles au vernis écaillés avec des doigts boudinés, un peu épatés et les ongles courts. Et on lui passe un bonjour amical d'ailleurs, on lui demande comment ça va. Et donc voilà, le travail de l'épouse qui va séduire et conquérir ce type d'homme va être un moment de légitimer son occupation. C'est-à-dire que la bourgeoise inactive passe presque plus de temps à simuler l'activité qu'à assumer son inactivité.
À un moment, il y a un brassage de vent, de déjeuners semi-professionnels ou semi-amicaux avec des amis, de contraintes des enfants d'aller soi-disant voir la maîtresse des enfants à l'école, alors que les enfants, finalement, quand on regarde objectivement, elles passent pas tant de temps que ça avec. La simulation à un moment, se rendre nécessaire est un art. Le grand art de la manipulation, c'est se rendre nécessaire. C'est-à-dire faire croire à l'autre que tu es une ressource indispensable et que sans toi, sa trajectoire eût été infiniment différente. Et en cela, on peut dire que leur mariage est un travail. De leur point de vue, c'est un travail quotidien de création de nécessité. Ce travail donne lieu à une fatigue et à une forme de rétribution nécessaire. Et en plus, quand naissent des sentiments nés de ce qu'on appelle l'enceinte close et d'une certaine forme d'attachement, et que cet attachement à un moment se délie et se défait par relation extra-conjugale ou quoi que ce soit, en plus de ce sentiment de mériter quelque chose, il y a à un moment ce qu'Alain Valterio, dans notre excellente interview Skype dont nous mettrons le lien là, à l'écran en ce moment, ou sous ou sur l'écran, appelle ce qu'il évoque en disant que dans son cabinet, dans sa pratique de 33 ans de psychanalyse jungienne, de psychothérapie jungienne, pardon, il a vu énormément d'accusations de pédophilie, d'accusations que le mari touche les enfants, etc., au moment où il en rencontre une autre. Bizarrement. Donc voilà, la clé est dans la perception de la réalité des deux aspects, des deux parties. Et on a vu dans mon séminaire Comprendre les gens d'avant-hier que justement la clé est d'arriver à identifier les biais par lesquels tu vois la réalité et d'arriver à te demander par quels autres biais l'autre voit la réalité. Par le biais de la femme de Monsieur Chouyang, je sais pas quoi, qui doit avoir 10 milliards. Si elle en demande 5, c'est qu'il en a 10. Donc le mec a 10 milliards d'actifs disponibles. C'était ça, 8, ouais, je crois qu'il avait 8 ou 10. Ah ouais, elle veut plus que la moitié. Comme ils disent dans la vérité si je mens, et sinon c'est à quel moment que je te suce. Cette somme est pour elle la rétribution d'un travail ayant consisté quotidiennement à créer une nécessité dans la vie de cet homme-là. Bon, alors vous savez que c'est peut-être pas la meilleure des pistes. D'être mania du pétrole, c'est le risque de courir après un divorce très coûteux. Alors, on passe à un nouveau magazine qui s'appelle Néon. C'est le magazine intitulé des nouveaux adultes. Alors, il y a un des magazines que je veux bien que tu me laisses en partant. Je sais plus lequel c'est. Fais voir. Non, le lui, non, parce que je l'avais déjà et je l'ai offert pendant un séminaire. Il y en a deux que j'ai pas amené. Optimium et Monsieur, je les ai pas amenés. Non, mais ça doit être Néon alors. Ah, je voudrais bien que tu m'offres Néon à la fin. Oui. Je peux faire ça, oui, dans ma générosité. Alors, Néon, qu'est-ce qu'il nous apprend, Néon? Il nous parle du... Et Stéphane a encore retourné le lui. Je tourne et je retourne Marie Gillin. Donc Néon qui nous propose un article intitulé « Sexe, êtes-vous normal ?» On y découvre tout un tas de statistiques dont je me demande d'ailleurs à chaque fois si elles vont m'aider à améliorer ma vie sexuelle. Hein. Des chiffres, jusqu'à maintenant, ça m'a... C'est du déclaratif. En plus, c'est du déclaratif, comme dit Stéphane. Et d'ailleurs, question tout à fait légère, tirée de l'article lui-même. Enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Plus une femme est riche, moins elle simule. J'ai des pertes de mémoire, je me souviens absolument pas avoir répondu à ces questions le mois dernier. Celle-ci, elle y était le mois dernier. Alors, si on reformule la question, reformulée permettant non seulement d'ébaucher une réponse, mais également de gagner du temps, ça voudrait dire que plus une personne a accès à de la ressource, Plus une femme, ouais. plus une femme a accès à... Qu'est-ce que j'ai répondu le mois dernier? Que c'était probable. Léo n'écoute pas mes réponses, en fait, il est concentré sur la question suivante, il n'écoute absolument pas mes réponses, il les réécoute sur Internet après comme tout le monde. Il y a évidemment une corrélation, il y a un lien logique entre l'accès à la ressource, l'accès à la calorie, comme dit notre ami Delavier, et la liberté de comportement. Plus tu as accès à la ressource, plus tu
tu te libères, tu te comportes, tu détaches ton attitude d'un besoin de validation, d'un besoin de respectabilité. Moins tu attends de la confirmation dans le regard de l'autre, puisque par définition, la ressource te permet d'accéder à un autre. Hein. Quand tu n'as pas de ressources, tu n'as qu'un autre. Quand tu as de la ressource, tu as plein d'autres autres. Donc ils sont interchangeables. C'est d'ailleurs bien le problème des gens qui ont une ressource infinie, c'est qu'ils sont inséduisibles en fait. Et donc ils sont malheureux. Ils n'ont besoin de rien. Ils ont besoin de rien, si, ils ont besoin de la même chose que tout le monde, mais le truc c'est qu'ils peuvent t'échanger à tout moment. Voilà, c'est ça. Donc du coup, cette capacité à pouvoir t'échanger à tout moment les rend inséduisibles et les rend profondément très malheureux. Je pense à quelqu'un en particulier, un mec qui a, par sa famille, a hérité de sommes qui lui permettent non seulement de ne pas travailler, mais d'avoir plus que grande vie et de rencontrer et de séduire tellement de filles qu'il est devenu homosexuel. C'est-à-dire que ça ne présentait tellement plus aucun intérêt et ça ne le stimulait tellement plus que tout à coup, il a préféré, pour se prendre vraiment des vents, aller voir des mecs. Il faut toujours dissocier l'homosexualité œstrogénique de l'homosexualité de changement de vie. Donc, à ta question qui était... Une femme est riche, moins elle simule. Ça, faudrait demander à notre futur interviewé, après M. Valtario, qui s'appellera Philippe Gouillou. Philippe Gouillou a écrit, qui est un chercheur au CNRS, si je ne m'abuse, qui vit à Monaco, a écrit « Pourquoi les femmes des riches sont belles », qui en est à sa 3e édition. Oui. Enfin, j'ai pas vu, mais... Et donc lui, il saurait nous expliquer, s'il sait nous expliquer pourquoi les femmes des riches sont belles, il saurait aussi nous expliquer pourquoi les femmes riches simulent moins. Non mais déjà, la vraie question, c'est pourquoi les femmes simulent en général. Il faut comprendre que le langage de la simulation est un langage à part entière. Et que, paradoxalement, une femme qui ne sait pas parler le langage de la simulation est presque handicapée sur le plan de sexualité. Puisqu'il y a des moments où la communication ne peut se faire que presque sur le ton du gémissement, du râle et de la simulation. Tu ne vas pas, à part peut-être dans certains pays scandinaves, tu ne vas pas t'interrompre au milieu d'un débat pour expliquer à la personne que tu commences à te lasser et que tu commences à avoir la rustine qui chauffe. Moi, je pense que ce n'est pas tellement que les femmes riches n'ont pas besoin de simuler, c'est que je pense que les femmes riches ont développé une capacité à identifier leur levier de stimulation et à la limite qu'ils sont tellement clairs pour elles et donc assez rapidement pour le partenaire également qu'on est plus dans une notion de conscience aiguë et précise de ce qui lui plaît. C'est-à-dire qu'une femme ayant de la ressource, une personne ayant de la ressource, ayant accès à un éventail d'autres personnes plus large, identifiera d'autant plus vite ce qui lui plaît et ira plus vite droit à l'essentiel. Une personne disposant de moins de ressources, donc de moins d'interchangeabilité et de moins d'options alternatives, se contente de ce qu'elle peut. Non seulement se contente de ce qu'elle peut, mais n'a peut-être simplement pas eu l'éventail d'expériences suffisant pour se forger les critères faisant qu'elle sait ce qui l'amène à son propre plaisir. Et beaucoup de femmes ne l'ont pas. Donc, d'abord, pour reprendre la réponse à la question dans l'ordre, il faudrait d'abord questionner la question et se demander ce que veut dire riche. Est-ce que ça veut dire riche en expérience, riche en âge, riche en amour reçu? Et si cet amour, on parle du conditionnel ou de l'inconditionnel, c'est-à-dire du matelas affectif des parents ou de ses relations passées avec des partenaires, il faudrait déjà dissocier et redécouper au propre l'ensemble de nuances et toutes les briques qui composent ce mot riche on plonge volontairement vers la définition la plus capitaliste et la plus pécuniaire, alors que si ça se trouve, il y avait un double tiroir, il y avait un double sens dans la question. Et quand bien même on en accepterait une de ces acceptions, ensuite il faut se demander, à la limite, pourquoi est-ce que ça marche pas plus facilement pour tout le monde? Et en réalité, je pense que c'est un déficit d'expérience et de connaissance de la femme normale, des chemins qui l'amènent elle-même au plaisir. Comme on l'a vu dans le séminaire sur la sexualité, l'unique formateur
le meilleur formateur, le meilleur coach, le meilleur conseil, la meilleure main qui guide celle de l'homme, c'est celle de la femme. Et si la femme ne sait pas arriver à son plaisir elle-même, elle ne va jamais expliquer à son partenaire comment y arriver. C'est tout l'objet de la prochaine question, ce qui me permet d'enchaîner tout à fait naturellement en vous rapportant le chiffre suivant qui est que 50% des femmes de 18 ans et plus se sont masturbées pour la dernière fois il y a plus d'1 an, voire jamais. Donc ça nous mène à pas beaucoup de femmes. Et la question qui en découle, 50% ne se sont jamais masturbées ou alors c'était il y a plus d'1 an. Déclaratif. Ça fait quand même beaucoup qui ne se masturbent pas, hein. Ça rejoint souvent ce que tu dis, hein. Et donc la question qui en découle et que tu commençais déjà à répondre, c'est est-ce que les hommes devraient et gagneraient quelque chose à encourager leur partenaire à davantage connaître leur corps ? Bah oui, comme je te l'ai dit, c'est vrai que je t'avais un petit peu bouffé ta question suivante, excuse-moi. Le chemin vers le plaisir féminin étant plus long, plus tortueux, plus escarpé, plus pentu et plus complexe que le chemin vers le plaisir masculin, qui finalement, je vais citer pour la première fois dans ce podcast Gaspard Proust, qui dit que c'est faire des créneaux dans une impasse. Le plaisir masculin est un nombre fini de créneaux dans une impasse qui donne lieu au jaillissement d'une bouche d'incendie. C'est aussi basique que ça. Le plaisir féminin étant plus compliqué, je pense qu'il y a un énorme déficit de transmission. Et la transmission, c'est pas une transmission orale de type scolaire, c'est des mouvements, des postures, des gestes, des timings, des tempos, des pressions, que les femmes n'osent pas, en tout cas ne font pas. Après, est-ce qu'elles osent ou est-ce qu'elles osent pas ou est-ce qu'elles savent pas, c'est la suite de ma réponse. Mais en tout cas, j'ai été plusieurs fois frappé, et notamment quand j'en parlais avec, contrairement à ce que disent les connasses de féministes, ou plutôt les féministes connasses, pas les connasses de féministes, les féministes connasses. Contrairement à ce que disent les féministes connasses, je ne prétends pas élargir mon cas personnel au cas général, puisque sur les thématiques que je ne maîtrise, dont je ne m'estime pas expert comme la sexualité, je convie des auteurs et des spécialistes. Donc j'avais donc invité Elisa Brune, il y a quelques années, auteur de À l'heure heureuse croit-il, qui m'avait confirmé effectivement la faible fréquence pas de coaching, mais de guide, la faible fréquence de femmes qui osaient être le guide de la main de l'homme, voire de son sexe, mais en tout cas de sa main, voilà, le copilote de la main de l'homme dans la quête de leur plaisir. Et de là, cette carence objective, on peut lui donner 2 explications. Première explication, elles osent pas. Deuxième, elles savent pas. Et on a longtemps, par idéologie, notamment féministe, cru que c'est parce qu'elles n'osaient pas. Moi, je dis c'est pas parce qu'elles n'osent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas aller à leur propre plaisir et à leur propre jouissance qu'elles confondent souvent d'ailleurs avec celle de l'homme. Autrement dit, il a fini donc j'ai fini. Il faut déjà une certaine compréhension de son propre fonctionnement énergétique pour arriver à dissocier les 2 plaisirs. Et donc voilà, l'idéologie voudrait nous faire croire qu'elle n'ose pas par une espèce de réserve tendre, poétique et un petit peu une timidité touchante. En réalité, je pense que là où on voit de la timidité touchante, il y a simplement le fait qu'elles n'en savent que dalle. Elles n'y arrivent pas eux-mêmes ou mal elles-mêmes, c'est pas des androgynes, elles-mêmes. Et donc, il est d'autant plus difficile d'amener quelqu'un vers un but qu'on n'arrive soi-même pas forcément à atteindre à chaque fois. On a fini pour la revue de presse masculine. Alors, se trouvait dans ma sélection, mais que j'ai préféré laisser chez moi, le magazine Monsieur et Optimium. Alors, Optimium raconte à ses lecteurs des histoires de millionnaires, de mannequins et de marques de luxe qui ne concernent en aucun cas l'homme de la rue. Quant à Monsieur, si ce n'est qu'on peut lui reconnaître une qualité certaine dans le choix des articles et des produits dont il fait la promotion, il n'en reste pas moins qu'un catalogue d'achats concernant environ 1% des Français à laisser traîner sur la table de son salon sans aucun doute, mais à ne pas utiliser comme une liste de courses. D'ailleurs, Stéphane, n'avais-tu pas un jour voulu devenir chroniqueur pour Monsieur ? Écoute, oui Léo, je ne sais pas comment tu as eu cette information, probablement par moi. Il se trouve que non seulement j'étais acheteur de Monsieur, j'en ai d'ailleurs pendant mon déménagement récent retrouvé une pile que j'ai donnée à une copine et ça l'a beaucoup amusé. Je rendais visite à mon
désormais célèbre professeur de théâtre Jean-Laurent Cochet, qui habite rue Verniquet dans le 17e à Paris. Je ne révèle aucun secret, il est dans l'annuaire. Et sur le chemin de sa maison, de son appartement plutôt, j'ai découvert que le bureau du journal Monsieur était quelques numéros avant. Et donc j'ai chéri l'idée de leur proposer ma candidature, mais qui à l'époque ne se serait appuyée sur rien. À l'époque, je venais à peine de démarrer mes études de sociologie à Sciences Po. J'avais 22-23 ans. Je n'étais entre guillemets, mon unique validation scolaire était celle d'un ingénieur. Je découvrais la capitale avec l'excitation, l'appréhension et la naïveté de celui qui part d'une ville de taille moyenne et donc qui a l'impression que tout est possible. Je croisais des gens de Mykonos, je croisais Marie Gillin dans la rue à Saint-Germain, etc. Et donc je voyais la capitale comme un immense laboratoire de tendances, d'entreprises, de journaux, et je pensais qu'on pouvait rentrer comme ça dans les arrière-cours, dans les sociétés, en tapant à la porte, en donnant une feuille, une disquette, un fichier, une clé USB, et donc je nourrissais ce projet. Finalement, ça ne s'est pas fait par trouille et par couardise de ma part. Je ne savais pas comment leur proposer ma candidature à des articles de lifestyle, sachant que j'avais le life mais pas encore la style, ou plutôt la life et pas encore le style, en tout cas pas dans leur définition à eux. Et donc finalement, toutes ces revues, c'est globalement de la merde. Il faut avouer que ce nouveau métier absolument puant et épouvantable qui est blogueur lifestyle, qui consiste en gros à passer sa vie à Instagrammer et à Pinterestiser des produits que l'on ne possède pas, qu'on ne possédera jamais, et des photos de lieux qu'on n'a souvent même pas visités, ou alors dans lesquels on n'a fait que passer, prendre un café, en laissant croire qu'on en est en fait le propriétaire, le possesseur, alors qu'on n'est même pas locataire, on est que passant. On ne fait que passer dans des lieux, et l'accumulation de ces lieux et des symboles économiques contenus dans chacun est censé à la fin constituer une constellation d'endroits stylés et donc démontrer de la valeur. La ficelle est éhontée, la ficelle est grosse, mais ça semble marcher. Le succès du blogueur lifestyle est croissant. Je vous rappelle que j'étais un des premiers à utiliser ce mot sur Internet en France il y a une dizaine d'années maintenant, un peu moins que ça, 7 ou 8 ans, vers 2006-2007, quand j'ai intitulé une rubrique de mon forum Lifestyle. C'était une terminologie, c'était un vocabulaire que les gens n'avaient pas peu vu, qu'on ne voyait pas sur Internet à l'époque. Et le lifestyle, pour moi, était, dans sa conception de l'époque, ma compréhension des codes. C'est que moi, le lifestyle, c'est pas je te démontre, je démontre de la valeur ou je crois démontrer de la valeur. Pour moi, c'était comprendre le style de vie des autres. Tandis qu'aujourd'hui, le lifestyle, c'est donner à son propre style de vie une valeur suffisante pour créer de l'attraction. Moi, par style, c'était comprendre les modes de vie des autres, découvrir ce qui fait la qualité d'un chausseur par rapport à un autre, j'étais au club onologie à Sciences Po, donc découvrir l'univers du vin. Pour moi, dans le style, il y avait la notion presque académique, au sens honnête homme, de l'apprentissage d'un savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est pas de l'apprentissage, c'est de la consommation de produits de luxe avec des tags et des marques dessus. Globalement, tous ces magazines ne transmettent aucun savoir-faire et aucun how-to. À la limite, le vrai lifestyle aujourd'hui, il est sur YouTube. Tu veux apprendre à tanner un cuir de vache, c'est sur YouTube. Tu veux apprendre à restaurer à la perfection une horloge ancienne, c'est sur YouTube. À restaurer un ampli de micro à lampe, c'est sur YouTube. À tout ce que tu veux. Pour moi, YouTube est presque plus stylé, même dans une vidéo amateur où le mec tient son fer à souder de la main gauche et sa caméra de la main droite. Je suis plus fasciné et plus impressionné par cette notion personnelle de ce que moi je pourrais appeler le style que par l'impression sur papier de photos style Instagram, de
d'horizons décadents de types qui rêvent de voyager en jet privé, quoi. Bon, très bien. Donc ça c'était pour la revue de presse qui est maintenant terminée. Et on va passer à un petit livre tout à fait amusant, qui a été réalisé par une fille d'origine chinoise qui s'appelle Man Meets Woman. Alors je vois que Stéphane arme son objectif sur moi, l'objectif de son appareil photo, je vous rassure, pour filmer ou pour prendre en photo les images que je vais tenter de vous décrire et aussi de vous montrer à la caméra. Alors quel est l'objet de ce livre? C'est simple, il y a un côté vert et un côté rose. Le côté vert, c'est les garçons, le côté rose, vous l'avez deviné, c'est les filles, et on voit comment les filles et les garçons pensent dans certaines situations, selon l'auteur. On le précise bien que ce n'est pas une vérité en soi et absolue. Alors j'ai sélectionné 3 images avec soin et attention pour donner raison ou tort à cet auteur, et Stéphane va nous donner son avis. Alors la première d'entre elles, on voit sur la page de gauche l'image d'un homme avec la bouche barrée, donc qui signifie le silence, et sur l'image de droite, une femme qui a une larme à l'œil pour signifier donc qu'elle pleure. Et c'est intitulé La meilleure arme. La meilleure arme de quoi? De manipulation ou de négociation peut-être? Alors est-ce que c'est vrai ça, Stéphane, que la meilleure arme de manipulation des femmes, ce sont les larmes, et la meilleure arme de manipulation ou de négociation des hommes, c'est le silence? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je vais te passer le micro. Alors, je ne serais pas, si je me souviens bien, je ne serais pas d'accord avec toutes les propositions d'images. Par contre, je suis d'accord avec la première. Les larmes sont évidemment une stratégie. On a parlé tout à l'heure de la simulation sexuelle, de la simulation du plaisir. Les larmes sont évidemment, comme on l'a vu de nombreuses fois en télévision, dans des débats où le dernier dont je me souviens était avec Arlette Laguillet, qui s'est mise à pleurer face à je ne sais plus quelle interview qui la mettait en porte-à-faux avec ses propres contradictions. Les larmes sont, oui, je le confirme, une stratégie féminine qui est à la limite très injuste et presque... c'est un coup bas. C'est un coup bas car ça fait appel à la fibre de la masculine, presque de la protection de l'être faible. C'est-à-dire l'alarme veut dire je souffre au point que ça me provoque physiquement une douleur et que cette douleur s'échappe en larmes, et donc cette souffrance que tu m'imposes est proprement insupportable, arrête. La réalité de la dispute et de l'argument, c'est que les larmes surviennent souvent à des moments stratégiques où la femme se retrouve en défaut d'argument à opposer et déplace l'objet du conflit sur un conflit émotionnel ou un jugement moral, avec en général la réouverture de dossiers enterrés. Donc oui, mademoiselle Yongliu. Oui, mademoiselle Yongliu, je valide les larmes comme arme de conflit, coup bas, argument massu, coup bas, larmes qui s'arrêtent d'autant plus vite qu'elles ont commencé, et qui s'accompagne généralement d'une... en tout cas, quand on ne faiblit pas dans son argumentation virile et solide et qu'on ne s'arrête pas à la surface des larmes, un petit peu comme dans ce Tintin, je crois que c'est Tintin au 714 pour Sydney, ou Tintin et les Picaros, où sa corde se rompt et il passe à travers la fontaine et à travers la cascade d'eau, et il se retrouve avec Milou justement à découvrir dans les pharaons, je crois, les sarcophages, je sais plus, à découvrir une cachette de sarcophage derrière une cascade. On se rend compte en réalité que les larmes ont la potentialité de s'arrêter aussi vite qu'elles ont commencé, et c'est un leurre très puissant, mais qui n'a qu'un défaut, c'est que du jour où on l'a démasqué comme leurre, il ne fonctionne plus, et qui n'est pas réutilisable une fois suivante. Très bien, alors on passe à la deuxième image. Alors celle-ci, je suis un peu vache avec Stéphane parce qu'elle n'était pas lors du podcast perdu. Alors on voit cet éternel cliché qui apparaît tout le temps dans tous les magazines, dans tous les articles, que les hommes feraient l'amour, qui n'auraient pas besoin d'avoir des sentiments amoureux pour arriver à l'horizontale avec une femme, alors que chez les filles, ça serait une condition sine qua non sans laquelle elles pourraient ne pas avoir
de relations sexuelles. Alors est-ce que c'est vrai, Stéphane, que les femmes ont besoin d'aimer pour faire l'amour? Alors j'en profite pour répéter ce que vous a dit Léo tout à l'heure. Il faut être cohérent avec ses propres goûts et avec sa propre praxis. Si vous aimez ce que vous entendez, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les autres. Alors, ce qu'a dit Léo est évidemment une ânerie, ou plutôt l'illustration que Léo, qui apparaît en ce moment à l'écran est évidemment une ânerie. Pourquoi ? Quantitativement, la moyenne du nombre de rendez-vous avant un premier rapport sexuel, on doit être, je crois, entre 2 et 4, 3, quelque chose. On ne tombe pas amoureux en 3 rendez-vous. Donc c'est déjà une absurdité à la limite en soi numéraire. C'est déjà une absurdité numéraire. Et c'est d'autant plus une absurdité que c'est simplement la réécriture, comme on l'a vu tout à l'heure avec 50 Shades, c'est la réécriture a posteriori d'une histoire où l'amour ne figure pas, mais où l'amour permet de rationaliser le fait de céder. Alain Valterio, psychothérapeute, nous a confirmé dans son interview que beaucoup de femmes cédaient à la tentation de réécrire quand le premier rapport sexuel s'était mal passé, qu'il avait été commis ou subi dans des circonstances de boisson, de passivité douce ou feinte, etc., de le réécrire à l'aune de ce qu'il avait réussi ou échoué. C'est-à-dire que si c'était bien passé, finalement, c'était un moyen comme un autre de se libérer de sa virginité. Et s'il s'était mal passé, qu'il avait été un peu brutal, alors tout à coup, c'était un viol. Donc on voit bien que l'amour, n'a pas le temps de naître en 3, quelque chose rendez-vous. C'est une absurdité sans nom. Et deuxièmement, que l'amour est une stratégie de réécriture de la même façon que les études de marketing de la grande distribution ont montré que la publicité ne déclenchait pas l'acte d'achat, mais rassurait après. Que l'acte d'achat pouvait être déclenché par des actions aussi simples qu'un démonstrateur qui te touche le bras, ou des actions de vente plus non pas passive-agressive, mais active-agressive, et qu'en réalité, la publicité que tu vois sur le chemin du retour, sur un 4x3 ou à la télévision, te conforte en exerçant sur toi une douce pression mimétique, te montrant que, ok, quelqu'un d'autre a fait le bon choix. Quelqu'un d'autre a fait le bon choix, et c'est vrai que tu as cédé un peu facilement, et tu as pris l'iPhone 6 avec 64 Go qui coûte 1 000 €, mais qu'en réalité... T'as quand même bien fait parce que la pub, elle est là, et puis c'est quand même joli, quoi. T'as quand même bien fait. Donc, cette utilisation, comme on le voit sur cette photo, systématique de l'amour pour justifier le sexe ou du sexe pour justifier l'amour, témoigne simplement de stratégies différentes utilisées par l'homme et la femme. La réalité, c'est que l'acte sexuel vient de triggers. Le trigger masculin, ça va être une courbe de fesses, une courbe de hanche. Attends, tourne pas, j'ai pas encore pris la photo. Ça va être une courbe de fesses, une courbe de hanche, une féminité, un parfum, un apprêtement. Bref, on connaît tout ça. Et simplement, le trigger sexuel féminin va dépendre beaucoup de l'âge. Et comme Jung Lee, Jung Shuang, machin truc là. Donc voilà, Jung Lee Shuang, machin, Attends, où est-ce que j'en étais déjà ? Les Chinois me font perdre mon fil systématiquement, dans chaque podcast. Elle fait un raccourci, quoi. Jung Lee Shuang, ah oui, oublie que les triggers du sexe, pour l'homme, c'est les mêmes à tous les âges. C'est une taille, une longueur de jambe, une proportion taille-hanche, comme dit Delavier, une courbe de sein, une courbe de fesses et une féminité générale. Voilà. Les triggers féminins sont différents à chaque âge. C'est un physique en dessous de 20 ans, comme le montre très bien Jung Lee, oui. Une notoriété de 20 à la fin de la vingtaine, une maison et un statut social de la fin de la vingtaine à la fin au début de la à la fin de la quarantaine, et ensuite c'est celui qui te fera le moins souffrir. Parce qu'en général, t'as pris cher toute ta vie en étant séduite par des hommes qui ne te veulent pas du bien, mais qui ont le moyen de choisir. Et après, tu fais un choix par non-dangerosité, on va dire. Mais on va y venir très vite. Laisse-moi le temps de prendre la photo. On y vient, je pense, avec l'illustration suivante ou celle encore d'après. Alors, je laisse Stéphane prendre la photo que vous allez voir. Alors, si vous n'êtes pas sur l'onglet de la vidéo, hop, switchez vite sur l'onglet de la vidéo. Comme ça, vous pouvez admirer les petites illustrations de notre amie chinoise. Alors, le dernier dessin, hop, je saute à mon marque-page. Celui-là aussi, il est nouveau pour Stéphane. Il est aussi nouveau pour vous.
puisqu'il parle des acceptation salary, des salary acceptation, c'est-à-dire combien hommes et femmes attendons d'une rémunération lorsqu'on est au travail. Alors les hommes auraient tendance à dire beaucoup et espérer un petit peu moins, et les femmes auraient tendance à dire pas beaucoup et en fait espérer un peu plus. Alors est-ce que ça serait une tentative de justification possible des écarts, par exemple, de salaire entre les hommes et les femmes? Est-ce que tu penses que c'est une réalité ou non? Sans aller jusqu'à dire que c'est une réalité, car pour dire que c'est une réalité, il faudrait redéfinir une énième fois ce qu'on appelle les femmes. Est-ce que les femmes, c'est la femme? Est-ce que la femme, c'est toutes les femmes? Est-ce que la femme, c'est la moyenne des femmes? Tout ça, c'est des débats qu'on a... Enfin, c'est même pas un débat, ce sont des postulats, des axiomes à rappeler en séminaire, mais là, on est dans un podcast plus léger, on ne le fait pas, donc on se contente d'approximation en disant les femmes, les hommes. C'est néanmoins un début de réalité de remarquer que qu'il y a deux choses, que les deux triggers masculins qui sont le sexe et l'argent, qui sont les deux triggers de carrière, sont paradoxalement ceux que les femmes ont le plus de mal à verbaliser. C'est-à-dire que les femmes, cachez ce sein que je ne saurais voir et ne nommez pas cette chose que je rêve de faire. Donc pour les femmes, le sexe ne se regarde pas, alors que pour les hommes, il se regarde. Hein. Le porno féminin est un épiphénomène, c'est quasiment inexistant. 99% ou 17 ou 18% du porno consommé sur Internet est masculin. Et fait par des hommes à l'attention d'autres hommes, les femmes n'étant que des salariés dont le produit à vendre est leur corps. Mais donc, trigger masculin, le sexe dont les femmes n'osent pas parler, et l'argent dont les femmes n'osent pas parler. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté à verbaliser les sommes, les revenus, à négocier, sauf dans un cas qui est négocié à la maison. C'est-à-dire que quand les couples vendent leur maison, la femme va être extrêmement âpre à la négociation. Pourquoi ? Parce que la maison est la matérialisation du foyer, et le foyer est le barycentre. Donc on ne brade pas son barycentre, sinon on se brade soi-même. Par contre, au travail, effectivement, au travail et dans la sexualité, l'argent est un bien fluide qui circule, mais on ne doit pas le quantifier, le négocier, le verbaliser. On doit simplement avoir accès, et la sexualité est quelque chose qui se fait dans une demi-obscurité et qu'on ne regarde pas, qu'on ne décrit pas. Et d'ailleurs, quand on voit que dans un couple, l'un des deux, un peu aviné, un peu gay, parle de la sexualité des deux, c'est en général souvent l'homme, dans une soirée un peu avinée, et il fait en général honte à sa partenaire qui le tire un petit peu dans le droit chemin. Donc, demi-réalité, et même, je dirais même plus que ça, très fort embryon de réalité chez notre ami Yung-Ling Chuang, machin, dans le fait qu'effectivement, de la même façon que les femmes ont du mal à visualiser un acte sexuel qui les plonge immédiatement dans une immense gêne, même les plus, on va dire oui, même celles dénuées de croyances chrétiennes, les vouant à l'ascèse. Et pareil avec l'argent. Effectivement, il y a une difficulté à le quantifier, à en parler. C'est un bien, c'est un fluide invisible, et c'est un bien de consommation invisible et un peu inquantifiable. Alors d'une main, je referme le livre et j'annonce la suite qui est le résultat du jeu concours et le nouveau jeu concours. Parce que vous vous rappelez, Spike Séduction, c'est des podcasts, mais c'est aussi, comme tous ceux que vous pouvez voir sur Internet, c'est aussi des jeux concours qui vous permettent de gagner des petits cadeaux et qui vous motivent à écouter les suivants. Alors, le dernier jeu concours, c'était composer et enregistrer le jingle de l'émission que vous avez sans doute entendu au début de celui-ci. Alors, on a eu des belles propositions, vous avez été voilà. Et donc, on passe d'ailleurs le bonjour aux deux gagnants qui sont Nicolas et Mathieu. On vous remercie chaleureusement pour votre participation. Qu'est-ce qu'ils ont gagné déjà ? Le séminaire la demi-journée de séminaire de leur choix. Alors, le prochain jeu concours, soyez bien attentifs parce qu'il faudra cette fois-ci non pas décoder le langage des femmes, que vous connaissez peut-être un peu plus grâce au séminaire, mais maintenant décoder le langage des hommes.
Alors, le contexte, c'est une femme qui nous raconte qu'elle est partie pour une dizaine de jours, annulant de ce fait un rendez-vous qu'elle avait prévu avec un homme. Elle a ensuite simplement demandé ce qu'il avait prévu pour la soirée et il a répondu la chose suivante. « J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire des conneries et te faire rire jusqu'aux éclats, mais je vais aller faire un tour en ville. » Puis, quelques minutes après, il a rajouté « Désolé si je t'ai dit ça ». Notre lectrice nous dit qu'elle a un message, que dès qu'elle a un message lui laissant croire quelque chose, l'homme lui répond quelque chose en disant de ne pas en tenir compte. Alors, quel est l'intérêt de cet homme? Qu'est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ces réponses, c'est ces questions auxquelles vous devez trouver des réponses pour gagner un lot au choix. Alors, est-ce qu'on fait... non, Stéphane, tu n'as pas le droit de jouer parce que tu peux connaître la réponse et ça serait trop facile. Alors, c'est pas évident comme concours. Alors, le gain... Vous pouvez gagner le livre de Yang Liu avec tous les autres petits dessins qu'on n'a pas eu le temps de décrire, évidemment, parce qu'il doit en avoir une bonne centaine. Le livre de Yang Liu ou, au choix, une présence au prochain podcast avec nous. Donc finalement, voilà, ceux qui sont sur Paris, vous pouvez venir avec nous en podcast en direct de l'enregistrement. Et ceux qui sont un petit peu plus loin que Paris, on vous envoie par la poste le livre Yang Liu. Voilà, repassez la bobine en arrière pour écouter le concours et répondez. On va concentrer les réponses soit sur le forum ou soit sur le site. Évitez les commentaires YouTube et ça me demandera un petit peu plus de travail pour concentrer les réponses. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous voyez normalement sous vos yeux des petits pouces. Alors ne regardez que celui qui est en l'air parce que c'est ceux sur lequel vous devez cliquer. Alors, on passe. Et vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains podcasts, extraits de phone coaching et extraits de séminaires. Évidemment. D'ailleurs, le dernier phone coaching Out of Your League était pas mal du tout. J'ai écouté l'autre jour. Alors, le procès de Carlton à Lille. Alors là, on passe du jeu concours au procès du Carlton à Lille qui concerne notre ami ou pas DSK. Non, c'est pas notre ami. Qui s'est déroulé durant les dernières semaines et qui est accusé, je vous le rappelle, de proxénétisme. Alors, nos amis, cette fois-ci de RTL, ont rédigé un billet intitulé « Des spectateurs se rendent à l'audience comme au théâtre ». J'ai relevé un passage tout à fait intriguant. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à nous livrer leur analyse avant que Stéphane donne la sienne. Je vous lis ce dit passage. En effet, écoutez bien toute la syntaxe et la logique, malgré les faits qui lui sont reprochés, Dominique Strauss-Kahn garde encore quelques soutiens. Ouvrez les guillemets, je l'aime beaucoup, c'est un très grand orateur, témoigne une spectatrice. Une seconde, je suis assez surpris par l'assurance qu'il gardait malgré la situation et le charisme qu'il avait, explique une autre. Vous avez bien entendu, la première c'est une spectatrice et la deuxième c'est une autre, donc une autre spectatrice. Alors comment est-il possible qu'un homme dépeint comme un pervers sexuel, un consommateur de sexe rémunéré, peut-il être encore adulé et exercer un certain charisme auprès de la gente exclusivement féminine ? Alors ça, la réponse passe toujours par une petite séquence logique que les femmes, et notamment les féministes, ont du mal à comprendre. C'est parce qu'elles n'ont pas assez écouté en maths, et elles n'ont notamment pas écouté les cours de logique, et les cours de logique booléenne. La phrase « les individus qui se rendent admirer le soi-disant charisme de DSK à son procès sont des femmes » n'est pas identique à la phrase « les femmes aiment DSK ». La phrase « le courrier », la séquence logique, le courrier reçu par les criminels et notamment les violeurs et à 80 ou 90% émane de femmes, n'est pas strictement équivalente à la phrase « les femmes rêvent de criminels et de violeurs ». Ça, à un moment, moi je veux bien discuter avec des gens dans l'unique à deux conditions. La première, c'est un minimum de respect, et la seconde, c'est un respect non pas de moi, mais des règles de logique. Je préfère à la limite que la personne ne me respecte pas en tant qu'individu, mais respecte la logique, parce qu'on peut au moins s'appuyer sur un langage commun et arriver à l'emporter par
par un enchaînement d'axiomes, d'hypothèses, de faits, de conjonctions, dans la mesure où la personne, on ne peut pas s'appuyer sur un minimum de logique élémentaire et qui nous préexiste, donc sur un a priori transcendantal, comme dirait l'autre qu'on n'a pas le droit de nommer, il est difficile de discuter. Donc, avant de vous énerver, Charlotte de Bruges et les autres féministes au doigt boudiné, essayez de vous souvenir de ces cours que vous n'avez pas écoutés à l'école, où l'on apprenait que ce n'est pas parce que A implique B, que si A implique B, ça veut dire que non B implique non A. Hein, et pas A implique B, donc B implique A. Le fait de dire que les fans de DSK dans la salle de son procès observé par RTL étaient des femmes ne veut pas dire toutes les femmes rêvent de DSK. Hein, le fait de dire que le courrier reçu par les demandes en mariage reçues par les violeurs ne soient pas émises par des hommes mais par des femmes ne veut pas dire que toutes les femmes rêvent d'épouser un violeur. Ça s'appelle de la logique booléenne. La base du débat est un respect, mais je préfère à la limite le respect des règles logiques au respect de la personne, parce que le respect de la personne est rattrapable si on a les mêmes règles logiques par la puissance dans le débat. Mais c'est vrai, c'est si on joue avec des coups bas et des coups de travers, et si l'échiquier tourne à chaque coup, on ne peut pas jouer aux échecs. Donc, alors le charisme de DSK. DSK est un cochon reconnu unanimement comme charismatique par tous les unanimement intelligent par tous les gens qui l'ont fréquenté. C'est un adepte du pile-pull qui maîtrise parfaitement la dialectique, la rhétorique, la manipulation et le mensonge. Il bénéficie, on dit, toutes les femmes qui l'ont fréquenté, notamment Mona Ayoub, Louba, je ne sais plus comment, là, dont j'ai mis un extrait sonore sur le site récemment, qui est son ex-compagne. Hein. Peut-être que c'est comme ça qu'elle finance son loft de 6 mètres de haut avec les plafonds en verre dont elle parle dans cet extrait. Et dont elle ne s'occupe de rien, elle s'occupe de rien à la maison, tout est fait par les autres. Voilà, tout est... Vous connaissez vous aussi Karine Le Marchand? Génial, c'est un anti-héros tellement drôle. Bob l'éponge. Ah mais il faut le regarder, hein. C'est pas que pour les enfants du tout. Je vais me tourner vers Bob du Grand 8. Vous connaissez Bob l'éponge? Non, je m'en porte très bien. Ce Bob-là, il éponge plus trop. Hein. Mais il s'appelle éponge parce qu'il absorbe les choses. C'est une éponge qui vit sous la mer. Ouais. Vous ne connaissiez pas manifestement Marcella Yacoub. Mais vous n'avez pas la télévision, je crois. Non, je n'ai pas, non. Non, je n'ai pas l'éponge non plus, je ne fais pas la vaisselle, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est vrai que je n'ai pas d'éponge non plus. Oh, c'est pas vrai. Faites pas le ménage chez vous? Non, je ne fais pas le ménage. Non, j'ai jamais fait ça. Vous avez du personnel, Marcella? Moi, j'ai quelqu'un toujours qui m'aide parce que je ne sais rien faire, en fait. J'aspire, mais en dehors des heures de ménage, dites-moi. Non, mais comment vous faites à la maison? Mais vous devez... Je ne mange jamais chez moi, ni à la télévision, ni nettoie non plus. Vous ne cuisinez pas non plus? Non. Jamais? Jamais. Je mange toujours dehors. Comme un garçon. Je mange dehors comme un garçon, mais je me fais inviter comme une fille. Parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir toujours manger dehors, Marcella. C'est pas beaucoup, enfin. C'est pas avec vos 3 malheureux livres que vous gagnez votre vie, quand même. Non, mais ça, vous allez dévoiler mes mots. C'est pas non plus avec votre chronique à Libération, non? Vous avez un héritage C'est la prostitution. Ah bah ça, je comprends que ça rapporte, oui, effectivement. Vous avez une copine qui est assez jolie pour se prostituer. Oh, c'est salaud, ça, Pierre Bénichou. Même pas le petit déjeuner à la maison? Non. Vous avez un lit chez vous, en fait? Non, je ne baisse pas chez moi non plus. Non, j'ai un lit, oui. Non, je baisse dehors. Pareil, les toilettes, je vais dehors aussi. J'aime pas chez moi. Je ne dors qu'à l'hôtel, je vais aux toilettes dehors. En fait, c'est normal quand on vit seul d'avoir une vie comme ça, non? Non, c'est pas normal. Non. Les filles sérieuses chez nous, elles font à manger, c'est tout. Moi, je vis mais seule moi, et j'adore Une rester main à à la la maison. casserole, une main à l'aiguille. Voilà comment elles font. Ça veut dire ça. peut-être vous tricotez tout de même. Oui, je tricote mes préservatifs, Non, j'aime bien. J'écris toute la journée. Ah, vous écrivez toute la Non, journée? elle crie. J'écris, oui. J'écris. Ah, elle est en pleine période d'écriture. Non, de Non, oui, je suis un peu la J'écris. Je suis sûr qu'elle a un truc aussi bizarre que Marie Laforêt, enfin un univers bien à Ah non, mais elle. ma maison est bizarre, oui. Comment elle est bizarre, votre maison? Parce qu'elle est tout... c'est un atelier qui fait 6 mètres de haut et qui est tout en verre. Ah,
Ouais. Ah, on voit chez vous de dehors. Alors, c'est comme un ciel. Non, il y a juste les clients qui passent, c'est une vitrine. Non, mais c'est étonnant votre vie quand même, Marcella Yacoub. Ben oui, c'est très étonnant. Et c'est pas bien d'avoir une vie aussi bizarre que la mienne. Je trouve, Karine Le Marchand, si vous vouliez faire un geste pour nous, pour les grosses têtes, pour vos prochaines émissions, ce serait d'emmener la petite Marcella à la campagne. Parce que... Oui, il faut me trouver un fiancé, Karine. Un Là, agriculteur. maintenant, j'en profite pour vous le demander. Ah. Puisque vous êtes là, effectivement, peut-être. Un agriculteur. Ah, mais elle fait pas l'amour dans la pampa. Hein. Non mais alors, je veux dire, s'il y a un truc qu'ils veulent tous, c'est bien une femme qui sait faire la cuisine. Hein. Ah non, mais là, c'est pour ça qu'aucun homme ne veut de moi. Parce que je ne sais pas faire la cuisine, ni faire les ménages. Et je suis trop intellectuelle en plus, c'est tout. À la campagne, Tout ça ça, va être ça n'a dur. aucune importance du moment que tu as beaucoup d'oseille. Hein, le féminisme, c'est toujours au dépend d'une autre, comme disait quelqu'un qu'on n'a pas le droit de citer, au dépend d'une autre femme qui bosse. Hein. C'est qu'à un moment, il y a un moment, ça ne marche que quand ton salaire est supérieur au salaire de la femme de ménage horaire, parce que sinon, à la fin de la chaîne, tu en as toujours une qui fait les deux, donc qui bosse chez la riche et pour ses gosses aussi. Il est unanimement reconnu comme ayant toutes les qualités qu'on lui décrit avoir. Il est reconnu pour sa perversion sexuelle, il est reconnu pour son intelligence et son charisme. Donc, à un moment, il faut arriver à comprendre comment ces trois s'articulent dans une logique globale et non pas les affronter. Alain Valterio a une explication psychologique, on va dire, qui est que l'écho médiatique qu'a cet homme est lié au fait qu'il arrive à réaliser dans le réel et dans le concret un fantasme masculin, qui est d'avoir des rapports un peu comme un chimpanzé, comme un gorille. Après, je ne sais pas si le gorille le fait à la chaîne, il faudrait demander à Delavier, mais en tout cas, à monter des êtres comme ça, féminins, à la chaîne, presque sans accru. Voilà. Explication que moi j'ai à demi validée en lui en apposant une autre. On mettra le lien vers cette conversation. Et cette autre est que ce qui fascine dans DSK, c'est de retrouver tout au sommet de l'échelle et de la pyramide des ressources, parce que là, il a une richesse non seulement pécuniaire, statutaire, et en termes de ressources, de contacts, de prestige, de secret d'agenda, secret et non secret, etc. De retrouver la même logique comportementale que l'homme de la rue et même de la basse rue, et même de la basse-cour, voilà. C'est-à-dire que la fascination qu'exerce ce type, c'est de voir qu'à son niveau de pouvoir et de responsabilité, il est comme stratégie sexuelle première de payer des nanas pour les enculer. C'est pas moi qui le dis, c'est le résultat du procès. Il m'a plaqué contre le mur, il m'a enculé. C'est pas le père de mettre une ordure, c'est pas Thérèse, je te retourne et je te baise. Hein. C'est dans les témoignages du procès. Et qu'il ait recours finalement aux mêmes méthodes, aux mêmes pratiques que comme je disais dans la vidéo avec Valterio, le petit ouvrier peintre qui rentre de son chantier tout taché de peinture et tout recouvert de plâtre et qui ne peut que se débarbouiller rapidement et s'arrêter et s'arrêter au bord de la promenade des Anglais, quoi. Donc voilà, différentes explications, mais aucun contradicteur sur le charisme, l'intelligence et la maîtrise du verbe de cet homme. C'était pour le non-ami DSK. Maintenant, on va passer à ce que tu disais tout à l'heure à propos des habits, de leur impact sur notre façon de penser, sur notre façon de réagir, avec le phénomène appelé d'enclosed cognition, alors que je ne saurais traduire, mais une vidéo YouTube qu'on va mettre... Est-ce qu'on a le droit, hein, parce que notre avant-dernier podcast a été censuré de YouTube pour... Le lien de la vidéo, hein, ça, c'est Ah oui, le lien on peut, mais la vidéo, je ne vais pas prendre le risque de l'intégrer encore une fois. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez cliquer et la voir. Elle est très courte, elle est tout à fait rigolote, et d'ailleurs c'est beaucoup plus plaisant de voir la science sous cet angle-là. Et les résultats qu'elle montre sont tout à fait surprenants, puisque elle mesure le pouvoir qu'ont les habits, et plus exactement les impacts directs qu'ils peuvent avoir sur notre comportement. On observe justement que des sujets tantôt habillés en scientifique ou en artiste, en passant le même test, ont des résultats nettement différents selon la tenue qu'ils portent. Alors la symbolique que nous renvoient nos habits nous conditionne dans un état d'esprit qui influence directement nos choix.
Et si d'ailleurs vous trouvez que ce soir je suis plutôt à l'aise au micro, figurez-vous que je porte actuellement ma tenue de relooking. Alors je ne sais pas si en tant que sociologue tu avais mesuré cet effet, mais je ne doute pas un seul instant que tes clients de relooking en bénéficient. Quelle explication sociologique peut-on en tirer? Et finalement, au-delà d'être plus agréable à l'œil, des vêtements bien choisis ont une véritable incidence sur notre comportement? C'est pas tellement de la sociologie, c'est plutôt du bricolage psychologique. Ça s'appelle la valeur perçue. C'est-à-dire que la beauté, le coût et le travail que l'on devine à la confection de ce que tu portes te permet de mieux situer ta valeur. C'est-à-dire que tu portes l'équivalent travail et l'équivalent temps mis par des ouvriers qualifiés et talentueux. On peut découvrir finalement que c'est fait par des enfants avec une machine en Chine. Mais le fonctionnement est que Ça, c'est Italie. on porte et on achète la valeur temps du travail des autres, hein, un peu comme le féminisme tout à l'heure qui se fait au détriment de la valeur temps de la femme de ménage. Donc, dans la mesure où tu portes sur toi l'équivalent de plusieurs heures d'unité de valeur, d'unité de temps, de travail de gens qualifiés, ça te place déjà comme valant au moins ayant au moins cette valeur-là, détenant au moins ce potentiel-là. C'est ce que j'appelais dans mon séminaire L'amant idéal, la valeur des dessous. Hein, les sous-vêtements d'une femme, même s'ils se montrent peu, sont un marqueur quasiment miraculeux, magique de précision de l'estime qu'elle se porte elle-même. Donc le vêtement masculin, pas le sous-vêtement masculin, mais le vêtement masculin, comme la montre, par les complications qu'il renferme, par le choix des matériaux, par la coupe et par le soin des artisans qui l'ont fait. C'est un équivalent de temps, un équivalent de travail. Et donc, c'est une manière finalement pas si idiote et très confortable, et en plus d'être agréable à l'œil, confortable psychologiquement, de savoir combien de temps de travail on vaut. Voilà. Il y a toujours une équivalence entre la perception qu'on a de soi et ce dont on s'entoure. C'est-à-dire de combien d'heures de travail je m'estime être le flotteur. Voilà. Très bien, alors retenez ce que vous allez mettre demain matin ou ce matin si vous venez de vous lever, cela va avoir un impact direct sur les gens que vous allez rencontrer, la façon que vous allez peut-être de travailler, etc., etc. Alors, on va terminer ce podcast avec une rubrique tout à fait qui pourrait ouvrir au débat et qui va traiter du féminisme mal compris. Jusqu'où cela peut-il aller? Alors, dernièrement, et si vous avez liké la page Facebook de Spike Séduction, si c'est pas fait, hop, allez-y sur Facebook, faites un truc utile pour une fois et cliquez sur liker sur la page. Alors, et si vous n'osez pas, passez sur Amazon, vous achetez une paire de couilles avant. Dédicace à Cybermen. Alors, vous avez sans doute assisté au pugilat ayant pour cible Stéphane et quelques autres lecteurs, amenés par certaines féministes en réaction à l'article publié sur le Huffington Post à la date du 12 février et ayant pour titre « 12 choses qui rendent instantanément une femme sexy ». Article en réponse à un premier qui était intitulé « 11 choses qui rendent instantanément un homme sexy », qui lui avait été créé par une femme, Erika Jagger. Alors, une levée de bouclier s'est tissée sur la version de Stéphane et j'ai observé le débat avec grande attention et j'avais pris l'initiative. Personne ne m'a dit de le faire, mais j'avais pris l'initiative d'inviter l'une des contestatrices à venir débattre ici avec nous sur les canapés. Et alors, deux se sont portés volontaires, puis ont ensuite déclaré qu'elles préféraient ne pas venir. Bon. Alors nous sommes réduits tristement à ne rester qu'entre hommes, mais je passe néanmoins un bonjour à celles qui voudront bien nous écouter. Voici donc le rappel des faits. Comment, en 2015, une certaine partie des femmes peuvent publier, faire éditer des contenus traitant des relations hommes-femmes et récolter un grand nombre d'acquiescements, alors qu'au même moment, de l'autre côté du miroir, l'inverse est blâmé et injurié. Y aurait-il une double éthique féminine ? C'est une question rhétorique, c'est une question d'école que tu me poses. Tu le sais parfaitement qu'il y a une double éthique puisque tu as été spectateur comme moi de l'enchaînement d'agressivité, de coups sous la ceinture, de biais logiques, de provocation, d'ailleurs à l'encontre de tout, de mon
de ma crédibilité, de mon travail, de mon diplôme. Et quand j'ai répondu avec mes références, finalement, elle a elle-même édité son message et le supprimant. Enfin bref, la double éthique, je ne vous ferai pas l'affront de vous la démontrer si vous ne l'avez pas encore observée. Et de toute façon, ça veut dire que vous avez un biais idéologique, autrement dit, une volonté a priori, un wishful thinking vous empêchant de l'observer. Moi, j'ai une hypothèse que j'ai nourrie récemment pour expliquer cette double éthique. Je pense que les femmes reprochent inconsciemment aux hommes sur les domaines de l'étude des comportements, des doutes, de la traduction des signes d'intérêt ou de désintérêt. Je pense que les femmes s'y adonnent avec un plaisir matiné de léger mépris et qu'elles trouvent au fond, inconsciemment, le temps passé à faire cette espèce de micro-psychologie entre guillemets de bas étage, dénuée de concept, un peu méprisable. Et qu'elle dans un nous un peu simpliste, elle nous reproche de se niveler par le bas et de s'abaisser à des considérations de lecture de signes d'intérêt, d'interprétation de situations, alors qu'elle rêverait que nous les surpassions et dépassions par une espèce de grandeur virile et masculine et qu'on s'en foute. Voilà. Je pense que la réalité est qu'elle voudrait que l'on s'en foute et qu'on agisse en dépit. Et qu'on n'arrive pas à agir en dépit, qu'on est bien obligé de s'intéresser à ce logiciel féminin qui à la fois nous attire, nous fascine et nous dépasse, parfois par sa complexité et parfois par sa simplicité, mais sa simplicité viciée un peu parfois. Et en tout cas de biais, les angles droits sont pas forcément des angles droits, mais sont des arrondis, et puis les parallèles sont pas des parallèles, elles peuvent se rejoindre ou s'éloigner, alors que dans la logique, une parallèle c'est des parallèles, mais jusqu'à un certain point, tu vois. Donc je pense mon hypothèse actuelle, on verra au prochain podcast si je suis arrivé à la vérifier et donc à l'accréditer, et au contraire si j'en ai changé, et qu'elle nous reproche inconsciemment de s'intéresser aux mêmes merdes, à ce qu'elle considère comme étant de la merde. Et elle le considère comme étant de la merde par incapacité à se débaricentrer, c'est-à-dire à y accéder par la grande porte du concept, et en fait à ne le voir que par la petite porte de leurs expériences et de leur couple. Si vous relisez la querelle de clocher là, sur Facebook, vous remarquerez que quand je réponds « Mais avez-vous conscience que mon article est une réponse à Erika machin truc » qui est donc qui est la énième blogueuse féministe américaine, et donc mon article n'est qu'un négatif un peu mieux fait d'un premier article initial qui portait donc sur les hommes. La réponse de toutes ces femmes plus ou moins féministes est toujours la même, c'est on sait que c'était nul le premier, alors pourquoi tu le fais ? Mais vous n'auriez pas dû vous abaisser à faire ça. Mais le premier n'a justifié, n'a entraîné, n'a occasionné aucune agressivité, alors que ma réponse en a entraîné. Donc finalement, je trouve, et je pense que ça peut être un sentiment, non d'ailleurs pas un sentiment, ça peut être légitimement partagé, c'est que il est beaucoup plus par son contenu inédit, par son écriture intelligente, et rare que le premier article. Non mais franchement c'est vrai. Oui, mais tu sais très bien que les lectures féminines sont en général pas basées sur le style. Tu m'as quand même envoyé une photo des meilleures ventes Amazon il y a 3 jours. On la mettra... Elle est déjà sur Facebook. Voilà, mais je la mettrai sur la vidéo. On rappelle que les meilleures ventes Amazon de la semaine dernière étaient quand même... livre, donc toutes catégories confondues étaient 1, 50 nuances de gris, 2, 50 nuances plus sombres et 3, 50 nuances plus claires, dont, qui ne sont à ma connaissance pas achetées par 95% d'hommes. Ah bon ? Voilà. Ah bon ? Donc je pense que la discussion qualitative sur la largeur du champ lexical, sur la qualité des enchaînements logiques et sur la syntaxe n'a pas lieu d'être. Le plus probable, c'est que les discussions sur les nuances psychologiques soient considérées par les filles elles-mêmes comme fondamentalement étant un peu de la merde, et que
elles aient une vision de l'homme peut-être plus belle que nous ne l'avons nous-mêmes, et que dans cette vision noble, belle et élevée d'un, comment on dit en latin, viris ou virilis, je ne sais plus, nous voir nous interroger sur le logiciel féminin soit presque, du coup, nous abaisser. Voilà. C'est en tout cas ce que... Ce n'est pas une interprétation, c'est une hypothèse. Une hypothèse, contrairement à une interprétation, demande à être validée par d'autres faits. Pour l'instant, je ne l'ai pas validée, je l'aimais avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Je pense qu'elle nous reproche... Je pense que F pur reproche à H pur d'essayer de la comprendre. De la comprendre, elle qui est si naturelle. Non, F pur sait qu'elle n'est pas naturelle, mais elle sait que... elle voudrait qu'on se passe par une espèce de pouvoir magique, que notre virilité active se passe de les comprendre en réalité. Et quand on essaie de les comprendre, on affiche de nous une espèce de version un peu dégradée, voilà. Et nous, on s'enorgueillit d'échapper à cette version dégradée par le concept, mais le concept n'est beau qu'aux yeux de ceux qui le valorisent. Si tu préfères l'expérience au concept, bah du coup, le mec le plus conceptuel du monde n'est qu'une tâche, une tare, un intello, un gay, un frustré. Donc je pense que ma geekerie sociologique me poussant à décoder jusqu'au bout le logiciel de F me fait passer sans doute auprès de ces féministes, donc au F mal digéré, agressif et revendicateur, pour une espèce de dingo. C'est-à-dire, comment pouvez-vous utiliser vos soi-disant capacités intellectuelles à vous abaisser, à essayer de comprendre des choses que nous on fait par le frivole et le vulgaire. C'est mon hypothèse. Hypothèse dont on verra si elle est validée ou non. Donc on passe le bonjour à toutes ces dames et à toutes ces demoiselles, je ne sais pas si on a encore le droit de dire demoiselles aujourd'hui en 2015, qui nous écoutent, à nos messieurs aussi de d'habitude, à ceux qui viennent de découvrir Spike Séduction grâce à ce podcast. Et vous avez tenu jusque-là, on vous en remercie pleinement. C'est aussi le temps de vous dire, de vous rappeler que le concours, Décoder le langage des hommes, vous pouvez gagner le livre de la designeuse ou la possibilité de venir nous voir. Dessinatrice. Voilà, dessinatrice. La possibilité de venir nous voir et peut-être intervenir pendant le podcast. On vous invite à liker, aimer et partager, comme dit Stéphane, et à bientôt. Si vous trouvez ce contenu utile et intéressant, vous avez tous les mauvais goûts sont dans la nature, et vous pouvez aussi trouver ce contenu complètement faux, et auquel cas, expliquez-nous en quoi et pourquoi. Je suis toujours ravi d'apprendre que j'ai tort. Je suis moins ravi d'entendre des leçons de la part d'une minorité communautaire agissante pensant représenter une majorité qui ne m'a rien demandé. Mais ça, c'est un autre débat. Alors à ceux qui aussi pourraient se plaindre, il y a toujours des gens qui se plaignent qu'il n'y ait plus de questions des lecteurs ou des sujets de forum, ne vous inquiétez pas, hein, on varie les sujets, on balance. Là c'était une revue de presse. La prochaine fois ça sera certainement, je crois que j'ai noté aussi dans mes petits carnets, une question des lectrices. Certains membres du forum aussi m'ont envoyé des questions personnellement. Alors on va y répondre, hein. Je rappelle qu'on a déjà répondu à 21 ou à 22 questions des lecteurs, comme ça, que vous pourrez retrouver dans tous les épisodes précédents. Alors regardez-les encore une fois, inspirez-vous-en et vivez la vie que vous voulez. À bientôt.